Une fois l'argent puisé dans les réserves du trésor, le circuit des calutrons peut enfin être fabriqué. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous révéler le processus de fonctionnement de cet appareil. L'uranium est d'abord chauffé et soumis au champ magnétique surpuissant induit par l'aimant. Une force suffisante pour séparer du minerai radioactif de petites particules d'uranium-235 à usage d'armement nucléaire. 38 aimants créent un calutron. Le bâtiment renfermant 36 calutrons, le site compte au total 1152 calutrons. Les aimants étaient si puissants qu'il fallait en éloigner les gens et ne pas porter d'outils à proximité, parce qu'ils risquaient d'être attirés dans le champ. Voilà pourquoi on avait tracé une ligne rouge au sol qu'il ne fallait pas dépasser. Si quelqu'un franchissait malgré tout cette limite avec un objet métallique, comme un couteau de poche, il se retrouvait aussitôt plaqué contre le coffrage. À partir de là, il était impossible de bouger, si ce n'est après avoir découpé sa poche autour de l'objet en question. Les besoins électriques nécessaires à la transformation sont tels que pendant toute la durée de sa mission en période de conflit, le projet X nécessitera 1/7 de la production électrique des États-Unis. Ainsi, 1152 calutrons fonctionneront non-stop jour et nuit pendant une année entière. Aux commandes de ces machines, non pas des scientifiques, mais des femmes diplômées de l'enseignement supérieur. Paradoxalement, ces Calutron Girls, comme on les surnomme, savent à peine dans quelle entreprise elles se sont embarquées. Nous savions que nous participions d'une manière ou d'une autre à l'effort de guerre, mais sans savoir comment. Nous étions contentes de contribuer à cet effort. Nous avions des boutons et des potentiomètres à manipuler. On en montait certains quand on en abaissait d'autres. Ces jeunes femmes étaient là pour contrôler les unités de calutrons. Elles étaient assises face au panneau de commande et tournaient les boutons des rhéostats, c'est-à-dire les résistances variables permettant de régler le courant passant dans l'aimant du circuit. Mais elles n'en savaient rien. On les avait seulement formées pour contrôler le niveau des vues-mètres et agir en fonction sur cette manette-ci ou celle-là pour maintenir l'équilibre. Elles n'avaient aucune idée des conséquences de leurs gestes. Nous n'avions pas le droit d'échanger sur notre travail. La seule chose dont nous pouvions nous permettre de parler, c'était ce que l'une ou l'autre avait fait la veille au soir ou où étions-nous sortis par exemple. Mais nous ne parlions jamais du travail. Toutes mes collègues étaient jeunes, jolies, sympathiques et d'un tempérament très sociable. Et nous nous aimions bien les unes les autres. Ray Smith a appris que malgré tout, les scientifiques de l'époque n'étaient pas convaincus que ces jeunes filles diplômées d'études supérieures puissent mener à bien des tâches aussi cruciales. Les ingénieurs ont organisé un concours où ils géraient un pupitre de contrôle pendant que les Calutron Girls s'occupaient d'un autre. Ils ont fait ça pendant une semaine, avant de s'apercevoir que leur technicienne féminine les battait haut la main. Ainsi, 2000 jeunes techniciennes affectées au calutron se relaient-elles tous les 6 mois. Mais malgré sa puissance, le procédé s'avère si inefficace qu'on parvient à peine à produire 32 kg d'uranium-235. Or, l'heure tourne dans la course au chaos. Peu importe le caractère innovant de ces machines. Si les autorités veulent s'offrir la primauté de l'invention de la bombe, une deuxième usine doit être dédiée d'urgence au projet X. Intervient alors la construction du plus gros bâtiment au monde. Cet édifice à l'abandon fut autrefois le plus imposant du monde. Baptisé K25, il fait figure de bâtiment central du projet Manhattan. Son objectif, accroître la production urgente de l'uranium-235. Aujourd'hui, K25 est inaccessible pour cause de forte radioactivité. Mais nos spécialistes ont voulu savoir à quoi ressemblait l'intérieur et découvrir des informations sur la communauté d'ouvriers qui l'a construit. 1943. Les forces américaines se sont lancées dans une lutte sans merci contre les Japonais pour le contrôle du Pacifique. Elles ont hâte de mettre un terme au conflit par l'usage implacable de la bombe atomique. Si elles veulent pouvoir produire les 45 kg d'uranium-235 nécessaires à la bombe, leurs scientifiques doivent trouver une méthode plus rapide. La solution s'impose sous la forme d'un nouveau type de complexe d'enrichissement. Si la construction d'une ville à Oak Ridge et d'une usine de séparation électromagnétique a sapé les ressources,
Cette nouvelle phase va permettre de présenter le défi le plus audacieux à relever. On a autorisé la construction d'une usine de diffusion gazeuse qui présentait des difficultés de fabrication autrement plus importantes. C'était un pari très difficile à relever pour les équipes du général Groves. Pour y parvenir, il faut d'abord construire le plus gros bâtiment du monde. Son emplacement est fixé à 17 km de la ville secrète d'Oak Ridge. La première couche de béton recouvre pas moins de 182 000 m². Plusieurs sociétés sont réquisitionnées pour fournir les milliers de tonnes de matériel et matériaux nécessaires. Des milliers d'ouvriers du bâtiment mettent la main à la pâte. Si l'historien David Bradshaw est convaincu qu'ils étaient logés à proximité, rien ne subsiste de leur vaste camp provisoire. Juste de l'autre côté de l'autoroute, l'armée avait construit toute une ville de caravanes. Ses habitants l'avaient surnommée Happy Valley, la vallée heureuse. Pourtant, elle n'était pas provisoire au point de ne pas comporter d'école. On y trouvait même un théâtre, un centre de loisirs et des magasins. Quand la guerre s'est achevée, l'armée a détruit tous ces préfabriqués, dont certains reposaient sur des fondations, et dont il n'est pas impossible que nous trouvions des vestiges. Je vous invite donc à me suivre dans cette quête d'indices sur la Happy Valley. On construit la vallée heureuse en 1943. D'après les estimations de David Bradshaw, elle aurait accueilli 15 000 personnes. Elle consistait en rangées de grandes caravanes préfigurant les mobil-homes. Bien que le site soit à présent envahi par la végétation et les bois, il subsiste partout des traces de ce camp. Regardez par ici. Une bouche d'incendie en plein sous-bois. Bien entendu, il y a 60 ans, elle se trouvait en plein milieu d'une ville animée. Partout où on regarde, même si désormais c'est envahi par les bois, on retrouve des indices de la présence des milliers d'ouvriers qui vivaient ici. Le sol est resté aplati sous le tracé de l'ancienne route. Ça et là affleurent les restes des conduits d'égout et des canalisations d'eau qui desservaient le site. On dirait un poteau de ligne téléphonique par terre. Bien, ça transportait l'électricité jusqu'à une installation qui devait se trouver sur ces restes de fondation. On avait dû construire un vrai bâtiment ici. Ça, je suis sûr que c'était la base d'un bloc WC. Ça se plaçait probablement comme ça, au-dessus de ce trou. On dirait que par là-bas se trouve le siège de la cuvette. Et là, c'est un autre trou d'évacuation. Je pense donc que nous sommes ici, dans un des blocs sanitaires pour hommes qui faisait partie du village. À partir des indices relevés sur place et des plans d'origine, David a réussi à reconstituer les installations provisoires de la vallée heureuse. Pendant 24 mois, en 1943 et en 1944, la ville est aussi artificielle que prospère. Ses habitants, qui sont logés dans des caravanes, sont soumis à des conditions de vie difficiles, tandis que tous les efforts sont concentrés sur la construction de K25. Car voici l'édifice qu'on s'affaire à terminer. S'il est aujourd'hui désaffecté, l'exploration du site livre des indices sur son passé top secret. D'un coût de 360 millions d'euros de l'époque, ce qui équivaudrait aujourd'hui à 7 milliards d'euros, il occupe la surface de 35 terrains de football. Le tout pour produire à peine 45 kilos d'uranium enrichi. La structure de cet édifice est tout bonnement phénoménale. Le bâtiment lui-même fait 4 étages de haut de ce côté-ci, c'est-à-dire à l'extérieur. Plutôt que de le construire sur plus d'1,5 km de longueur, on lui a donné la forme d'un U. Ce que vous apercevez ici, c'est l'une des jambes de ce U, qui fait tout de même 800 mètres de long pour 120 de large. La raison pour laquelle K25 est si gigantesque tient à l'extrême complexité du procédé de transformation ayant lieu à l'intérieur. Le principe de diffusion gazeuse fonctionne par le filtrage d'uranium-238 sous sa forme gazeuse pour produire de l'uranium-235 à usage militaire. Mais pour être efficace, ce procédé doit être répété plusieurs milliers de fois.
Or, le besoin en uranium enrichi à des fins destructives est tel, à l'époque, qu'aucun obstacle ne paraît insurmontable. C'était, et c'est d'ailleurs resté, le bâtiment le plus imposant qui ait été construit pour le projet Manhattan, au même titre que c'est le plus important vestige que nous ayons. Et c'est précisément aujourd'hui où nous en parlons qu'on est sur le point de le démolir. Aujourd'hui, il est strictement interdit d'accéder à K25. Mais grâce à ces plans et aux témoignages de ses ouvriers, nous avons pu reconstituer l'aspect de ce bâtiment à la fin de sa construction en 1944. D'après les documents, il occupait 610 000 m² de surface et faisait 800 mètres de long pour 300 de large. Il abritait 1200 km de câbles de cuivre, 6100 km de fils électriques, tandis que l'eau utilisée dans le traitement de l'uranium aurait pu subvenir aux besoins d'une ville de 5 millions d'habitants. Avant que K25 n'entre en activité, un bataillon de pas moins de 12 000 ouvriers est chargé d'examiner minutieusement chaque canalisation en quête de fuite possible, car tout doit être parfaitement étanche. Mon boulot consistait à repérer d'éventuelles fuites dans les conduites. Les segments de ces conduites m'arrivaient par le portique au-dessus de ma tête et c'était pile à notre poste. Dès que nous trouvions un défaut de soudure, nous le marquions, puis le soudeur venait, l'enlevait de sa chaîne et retournait le souder. C'était comme ça toute la journée. Nous nous demandions à quoi servaient tous ces tuyaux. Il y en avait des gros, des petits, des coudées, de toutes sortes. Bien entendu, pendant ce temps, la sécurité reste tout aussi drastique. Voici le badge que je portais quand je travaillais à K25. Grâce à ça, je pouvais aller aux toilettes, au restaurant et à mon poste de travail. Mais nulle part ailleurs. Après un véritable tour de force, le complexe K25 commence à produire le précieux uranium enrichi qui permettra au projet X de gagner la course à la bombe. En juillet 1944, un garde armé convoie un premier échantillon d'uranium sur un voyage de 3200 km qui le mène d'Oak Ridge au Nouveau-Mexique. C'est là qu'un pool de scientifiques parmi les plus éminents du monde attend de pouvoir travailler dessus. Mais c'est dans les bâtiments d'une autre ville secrète que la bombe sera armée, testée et fabriquée. Aujourd'hui encore, ce site est sous très haute surveillance. Il s'agit des laboratoires d'essai de Los Alamos. Au plus profond du Nouveau-Mexique se cache le site le plus important du projet Manhattan, Los Alamos. Toujours classées top secrète, ces installations servent aujourd'hui à concevoir des armes nucléaires. Mais dans les années 1940, ces infrastructures servent au projet Y. C'est là qu'on conçoit et qu'on fabrique les bombes qui mettront un terme radical à la Seconde Guerre mondiale. Si très peu de vestiges subsistent sur le site des bâtiments du projet Manhattan, notre équipe spécialiste a inspecté les documents d'origine et a exploré les ruines en quête d'indices permettant de dresser un portrait fidèle des lieux. L'archéologue John Isaacson a examiné les infrastructures de Los Alamos pour comprendre pourquoi Groves et son directeur scientifique, Robert Oppenheimer, avaient choisi ce site. Nous sommes à l'emplacement de la porte d'accès principale des laboratoires. En 1942, ce site a été choisi pour son isolement géographique, qui à l'époque était beaucoup plus évident qu'aujourd'hui, et pour les caractéristiques de son relief lui offrant une protection naturelle. Les deux conditions essentielles étaient donc réunies pour qu'on y installe les laboratoires. Quand Groves et Oppenheimer viennent visiter le site pour la première fois, celui-ci est occupé par la Los Alamos Ranch School. Les cours des élèves sont accélérés pour leur faire passer au plus vite leur diplôme, puis le terrain est réquisitionné et les chercheurs s'installent.